nombreuses forces de vente. Elle permet à l'expert comptable d'identifier la typologie de son client et de pouvoir adapter son argumentaire en fonction d'arguments qui vont faire mouche chez son client. Dans mon mémoire, je propose cette méthode que j'ai adaptée à la mission de contrôleur de gestion externalisé. L'expert comptable pourra devenir habile et utiliser cette méthode pour être efficace et convaincant lors de ses entretiens professionnels. La cinquième étape de ma mission s'intéresse à l'organisation de la structure d'exercice. En effet, je propose d'accompagner l'expert comptable pour qu'il puisse s'organiser en amont de la réalisation d'une mission d'expertise comptable. Pour cela, je propose des organigrammes, des fiches de poste, mais également une kyrielle d'outils qui permettent de répondre aux exigences normatives qui incombent à ce professionnel réglementé. Je pense notamment à une lettre de mission, à des questionnaires complémentaires à la phase d'acceptation, ou également un tableau qui récapitule toutes les exigences de la norme de maîtrise de la qualité. Ce sont tous ces travaux préparatoires qui vont permettre à l'expert comptable de répondre de façon efficace et rapide aux exigences normatives et de pouvoir être opérationnel de façon rapide. La sixième étape de ma démarche s'intéresse à l'accompagnement dans la production d'une mission de contrôleur de gestion externalisé. Pour cela, j'ai réalisé 4 exemples. Ces 4 exemples se décomposent en dossier de travail, mais également en livrable. Et ils sont disponibles en annexe de mes travaux. Ces différents supports vont permettre à l'expert comptable, de prendre connaissance de l'ampleur d'une mission de contrôleur de gestion externalisée, 2, de pouvoir utiliser ces supports pour la réalisation de missions futures, et 3, de comprendre la valeur ajoutée d'un contrôleur de gestion externalisé pour ses clients. Mais afin de bien pouvoir appuyer sur cette notion de valeur ajoutée, je me suis livré à des travaux complémentaires. J'ai en effet auditionné plus d'une dizaine de professionnels, de référents qui sont force de proposition sur ce marché-là, car pour la plupart, ce sont des professionnels chevronnés et indépendants qui vivent de leur activité. Et j'ai recensé ces entretiens dans mes travaux sous la forme de synthèse. Et j'ai également constitué une synthèse de tous ces entretiens afin de pouvoir distiller et récolter l'essentiel de la valeur ajoutée d'un contrôleur de gestion externalisé. Et cette valeur, je peux vous la présenter. Elle repose sur 4 étapes. La première de ces étapes, c'est la connaissance fine du métier. Le contrôleur de gestion, voyez-vous, ce n'est pas une personne qui reste derrière l'écran de son ordinateur. C'est une personne qui va sur le terrain, qui rencontre les équipes, qui écoute les problématiques et qui constate par ses propres yeux ce qui se passe sur le terrain. C'est par ces constats qu'il va pouvoir avoir une capacité à bien comprendre la donnée qu'il faut collecter. En effet, le contrôleur de gestion, c'est une personne qui permet de transformer la donnée en information. Il a des capacités à la fois techniques, mais à la fois financières pour pouvoir transformer cette information. Et ensuite, il pourra construire des outils de communication adaptés. C'est-à-dire que le contrôleur de gestion, voyez-vous, c'est également un communicant. C'est une personne qui va faire parler la donnée et qui va pouvoir la retranscrire à des personnes qui ne sont pas issues de cursus financiers. Il aura également une capacité d'adaptation pour pouvoir se faire comprendre par différents interlocuteurs. Mais voyez-vous, le quatrième point, et le quatrième point qu'il faut comprendre et qui synthétise également la valeur d'un contrôleur de gestion externalisé, c'est sa capacité à jouer le rôle du business partner, comme elle exprime les anglo-saxons, c'est-à-dire du conseiller. C'est une personne qui va pouvoir prendre une posture de conseiller pour pouvoir aider le dirigeant à prendre des décisions. C'est une personne qui va faire également avancer l'organisation par ses prises de position et par la synthèse et l'angle de ses travaux qu'il va mettre en œuvre. Voyez-vous, c'est tous ces éléments que j'ai essayé de vous retranscrire aujourd'hui et qui nous permettent de dire en conclusion que cette mission de contrôleur de gestion externalisé est une véritable opportunité pour les cabinets d'expertise comptable. Et j'aimerais également, par la transversalité de mes travaux et par le caractère opérationnel qu'ils représentent, et pour reprendre les propos de Cécile de Saint-Michel, vous dire que, voyez-vous, cette méthode, elle est applicable dès lundi au sein de vos cabinets.
J'aimerais également terminer cette présentation en vous remerciant, mais également en paraphrasant une citation qui dit qu'on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je reste également attentif à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci, monsieur. En effet, vous êtes revenu vers nous. Vous avez conservé le même jury. C'est tout à fait intéressant pour nous. En effet, on a mesuré vos changements dans cet état d'esprit et votre mémoire nous paraît beaucoup plus pratique que lors de la première présentation. Quels sont les outils pratiques sur lesquels vous souhaitez insister au cours de cette deuxième présentation? Ben, déjà, la première chose que j'aimerais communiquer, c'est que au travers de mon mémoire, il y a plus d'une quarantaine d'outils. Voilà. Les outils que je propose, ils sont nombreux, mais il n'y a pas de superflu. Tous les outils que je propose ont une utilité. Par exemple, que ce soit les outils de type normatif, ils seront opérationnels pour l'expert comptable. Il aura à sa disposition un modèle de lettre de mission, un questionnaire complémentaire à l'acceptation de la mission. Je propose aussi des outils marketing qui permettront de concevoir la mission. Il y a une multitude d'outils que je propose, mais tous ces outils ont un sens. Je me suis donné comme modèle et comme ligne directrice de réaliser des travaux certes conséquents, mais qui soient utiles. Tout au long de mon mémoire et de sa conception, je me suis attaché à ce que ces travaux aient un caractère opérationnel, qu'ils puissent être repris par un professionnel de façon directe et qui lui permettent de gagner du temps. Car en effet, développer une mission de contrôleur de gestion, ce n'est pas une tâche aisée. Et j'ai essayé par tous les moyens, j'ai œuvré afin d'essayer de faciliter cette tâche le plus possible aux professionnels qui aimera suivre la voie que je propose. Bien, mais voyez-vous, on est un peu surpris parce que dans votre parcours académique d'expert comptable, vous avez vu beaucoup de gestion. Quand on regarde un peu les travaux réalisés par les cabinets comptables, je répète, traditionnels, on est quand même surpris du peu, du peu d'enthousiasme des experts comptables pour la gestion. En général, d'offrir à leurs clients de la gestion. Comment expliquez-vous cela, monsieur? En fait, dans mon mémoire, je parle en effet de la structuration du chiffre d'affaires d'un cabinet, hein. On voit, donc c'est un sujet très important que vous soulevez et j'aimerais communiquer un petit peu sur cette thématique-là parce que elle représente en effet le pourquoi de mes travaux. Et c'est tout à fait intéressant de pouvoir vous expliquer le fondement, hein, et toute la réflexion qu'il y a derrière. Donc, en effet, on remarque que depuis de nombreuses années, la part de conseil ne représente environ que 6% du chiffre d'affaires des structures d'exercice, et ça de façon générale. Et en effet, ce chiffre de 6%, alors selon les années, c'est 7%, entre 6 et 7%, n'a que très peu évolué et n'évolue que très peu. Euh, Malgré toutes les recommandations de l'ordre, parce qu'en en fait, cette thématique, cette idéologie de développer des nouvelles missions, elle est quand même ancienne et ancrée au sein de l'ordre. Ça fait des années et des années qu'il est martelé que les missions traditionnelles perdent de la valeur, que la rentabilité baisse. Et pour autant, rien n'a changé, comme vous le soulignez. Mais ce constat-là, il s'explique par des raisons très simples, à mon sens. La première de ces raisons, c'est les évolutions des outils. La profession a réussi à compenser la perte de valeur, en fait, et l'attrition de la valeur sur les missions traditionnelles par une augmentation de la productivité. En effet, l'informatique, les logiciels sont en constante évolution et permettent à un collaborateur de pouvoir supporter une charge de travail toujours de plus en plus importante. Mais voyez-vous, ce phénomène, il a des limites et il induit des effets secondaires. Le premier de ces effets secondaires est celui qu'on paye au prix fort actuellement, et tous les professionnels de l'expertise comptable ne pourront qu'affirmer les propos que je vais tenir. Il a pour conséquence
de nuire à l'attractivité de la profession. En effet, la charge de travail a augmenté et la charge mentale qui pèse sur les collaborateurs est devenue très conséquente. Et de ce fait, il devient de plus en plus compliqué de recruter des collaborateurs au sein des structures d'exercice. Et ce constat, on peut le faire dans toutes les régions de France. C'est là où ça devient dramatique. Donc, c'est pour cette raison qu'il est urgent de développer de nouvelles missions, de faire regagner de la valeur au cabinet afin qu'il puisse réduire la pression qui pèse sur les collaborateurs et regagner de l'attractivité. C'est également un enjeu humain qui y a derrière cette mission de contrôleur de gestion externalisée. Faire remonter la part de conseil, qui représente actuellement entre 6 et 7%, comme je vous l'ai évoqué, vers 14, 15 ou 20%, devient quelque chose de stratégique dans les cabinets d'expertise comptable. Et ça, l'ordre l'a bien compris. C'est pour cette raison qu'il a fait l'objet du thème du congrès de Marseille de 2024. En effet, pour vous rappeler les principaux axes qui ont été proposés, le premier de ces axes était la stratégie des cabinets. Ce qui montre bien que les cabinets ont besoin de revoir leur stratégie. Ils ne peuvent plus se contenter de faire uniquement ce qu'ils faisaient dans le passé, mais vont être obligés de développer de nouvelles missions. Développer des nouvelles missions, c'était le deuxième thème de ce congrès. Et le troisième était l'accompagnement des collaborateurs. Car oui, développer des nouvelles missions, ça va demander d'accompagner les collaborateurs et de les faire avancer et apprendre de nouvelles compétences. Donc voyez-vous, les travaux que je fais aujourd'hui sur la mission de contrôleur de gestion externalisée sont dans une démarche d'avenir. Et vont dans le même sens que la stratégie de l'ordre, celle de continuer de développer l'influence de la profession et de conserver, entre guillemets, l'impact et la valeur de cette profession dans l'économie réelle. Bien, je laisse à mon ami Ara la possibilité de poursuivre les questions. Oui, bonjour Florent. Donc, on a écouté votre exposé, mais on n'a pas vu, parce que vous avez parlé comme quoi vous avez fait un sondage externe pour les contrôleurs de gestion. Pourquoi on n'avait pas fait ce sondage au niveau des experts comptables? Parce que votre mémoire, ça concerne d'abord la mission d'expert comptable pour savoir est-ce que cette mission est déjà réalisée par les experts comptables et quel est le pourcentage qui a été fait et pourquoi? Parce qu'on constate quand même dans la pratique, c'est très, très, très rare de trouver des experts comptables qui effectuent cette mission. Donc, il y a ça. Et la deuxième question, c'est en pratique. Comment cette mission doit être développée dans un cabinet d'expertise comptable? Parce que, bon, on le sait, au niveau de la formation, notre formation en tant qu'expert comptable, on n'a pas de formation de contrôleur de gestion. Nous avons une formation de comptabilité, de finance, juridique, fiscale, audit, bien sûr, le conseil en général, mais le contrôleur de gestion, c'est une spécialité à part, parce que quand même, donc, comment on pratique un expert comptable? Il comment dire, développer cette mission. Est-ce que cette mission est rentable pour le cabinet? Parce qu'il doit d'abord se former, aussi recruter des cadres ou des spécialistes de contrôleurs de gestion et aussi chercher de nouvelles missions au niveau des PME. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour ces questions. Donc le premier, en fait, voilà, vous avez raison de souligner que j'ai mis en œuvre une mission en fait pour écouter des professionnels du secteur. Pour quelles raisons je n'ai pas écouté, enfin je n'ai pas réalisé cette tâche sur les cabinets d'expertise comptable directement. Ben, la raison elle est toute simple, c'est qu'en fait j'ai trouvé aucun cabinet d'expertise comptable qui proposait une mission de contrôleur de gestion externalisée. Ce qui démontre en fait le retard qu'a accumulé la profession sur le développement de nouvelles missions. Mais ça, ce n'est que la retranscription de ce que je vous ai évoqué précédemment. En fait, c'est pas étonnant parce qu'on sait que les missions de conseil ne représentent qu'une part minime du chiffre d'affaires des cabinets d'expertise comptable.
Donc j'aimerais aussi rebondir sur les travaux des moulins, hein. Donc les études des moulins, c'est le think tank de la profession qui est piloté par Monsieur Philippe Barré et qui met en avant, hein, depuis parce que bon, les études que je cite dans mes travaux commencent maintenant à accumuler un certain nombre d'années. Il y a des études qui ont été réalisées dès 2017 par ce conseil comment dire, par ce think tank, hein, par ce groupe de pensée, quoi. Et donc, ils sont toujours d'actualité, hein. Dès 2017, Monsieur Barré et le groupe de réflexion appuyaient sur le fait que les missions allaient connaître une attrition, qu'il allait être nécessaire de développer de nouvelles missions, tout ça. La profession le sait et on le sait, hein, d'année en année. Et pour autant, écoutez, il y a toujours ce retard qui s'accumule. Mais en fait, ce retard, il s'explique. On peut l'expliquer par le fait que les experts comptables, ils courent pas après le travail, déjà. Ils courent plus après les collaborateurs qu'après le travail. Donc, ce qui explique en effet, quand on a énormément de travail, on va moins être dans le besoin et dans la recherche de développer de nouvelles missions. Voilà. Mais pour autant, comme je vous l'ai expliqué, développer de nouvelles missions, c'est important pour pouvoir permettre de regagner de l'attractivité. Donc en ce sens-là, je pense que et puis bon, il faut quand même aussi prendre en considération qu'il y a la facture électronique qui va arriver, que l'attrition des missions traditionnelles, elle va continuer. Donc, il est quand même important d'un point de vue stratégique, de reventiler ses sources de revenus sur d'autres activités afin de pérenniser son activité. Voilà, c'est le conseil que je donne à tous les experts comptables. Donc ça, c'était pour la raison pour laquelle j'avais pas audité directement des experts comptables. Et après, donc au niveau des pratiques, hein, parce que bon, il y a quand même des choses sur le contrôle de gestion. On peut pas dire que la profession ne fait rien du tout en matière de contrôle de gestion. J'ai participé lors du congrès à une plénière sur ce sujet-là, où en fait, dans la salle, il y a des experts comptables qui font des choses, mais le problème que j'ai identifié, c'est que les experts comptables, ils appellent la mission de contrôleur de gestion la mission du tableau de bord. Donc déjà, moi, ça me dérange un petit peu parce qu'on on résume une pratique qui est le contrôle de gestion à un outil, qui est le tableau de bord et qui représente un des outils qu'un contrôleur de gestion peut proposer. Donc ce qui montre bien, entre guillemets, le décalage qu'il y a entre ce que les experts comptables proposent et ce que les clients attendent. Parce que les clients, voyez-vous, ils n'attendent pas un outil, ils attendent un service. Et c'est là où la profession a encore du chemin à faire. Et en ce sens, moi, ce que je propose au travers de ma mission, voyez-vous, ce n'est pas un outil, justement, c'est un accompagnement et un service que je propose. Et c'est ce que les clients recherchent. Donc ça, c'était pour la première de votre question. La deuxième de question qui m'a été posée, c'est est-ce que cette mission est rentable? Alors là, vous soulevez un point important et je peux vous répondre, oui, cette mission est rentable. Et elle est même plus rentable et plus profitable qu'une mission traditionnelle. Pourquoi? C'est très simple. En fait, on va s'intéresser au métier du client et on va répondre directement à ses besoins. Et ça, c'est plus valorisant et on peut mieux le valoriser que le simple fait de répondre à une obligation déclarative. Et ça, lorsque l'expert comptable l'aura compris, il pourra faire remonter de façon significative le panier moyen de ses clients. Donc ça, c'était pour la partie rentabilité, mais j'aimerais également appuyer sur ce point-là et vous le démontrer par d'autres exemples. Déjà, j'aimerais vous le montrer par la preuve. Lors des auditions que j'ai réalisées, j'ai auditionné des professionnels qui sont non membres de l'ordre et qui vivent de ces activités. Ce qui démontre qu'une activité de contrôleur de gestion externalisée est rentable. J'ai même auditionné des personnes qui m'ont confié qu'elles ne pourraient jamais retourner dans un emploi salarié, tellement leur rémunération était intéressante en tant que contrôleur de gestion externalisée. Ce qui démontre bien qu'il y a un modèle économique et que celui-ci est rentable. Le troisième point, je l'ai démontré aussi par l'exemple. Donc, j'ai réalisé des calculs au sein de mon mémoire qui permettent de prendre en compte, vous pourrez les trouver dans mes annexes,
qui permettent de démontrer de façon mathématique la rentabilité de cette mission. Par tous ces angles que je vous ai cités, j'espère avoir réussi à vous convaincre de la rentabilité de cette mission et de l'intérêt de développer celle-ci de façon urgente. Par contre, là, je viens d'écouter comme quoi tout à l'heure, vous avez dit que les experts comptables, vous n'avez pas pu faire cette mission d'enquête ou de sondage. Maintenant, vous venez de dire que vous avez auditionné des experts comptables qui utilisent le contrôle de gestion. Mais moi, je pense qu'au niveau de votre mémoire, c'est quelque chose de très, très important parce que vous parlez de l'expert comptable. On aurait aimé trouver une enquête sur, ou bien un sondage sur les experts comptables. Donc d'abord ceux qui utilisent la mission de contrôle de gestion externalisée. Et par contre, la plupart, la majorité, pourquoi? Quels sont les motifs? Pourquoi ils n'arrivent pas à utiliser cette mission? Parce que vraiment, en pratique, c'est très, très rare de trouver. Parce que quand même, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a aucun cabinet qui fait le contrôle de gestion externalisé. Maintenant, vous venez de dire que vous avez déjà auditionné. Moi, je sais qu'il y a certains cabinets, parce que quand on fait des recherches, il y a certains cabinets qui utilisent ça. Mais votre mémoire, ça aurait été vraiment enrichissant pour la profession si on avait au moins pourquoi les experts comptables n'utilisent pas, quelles sont les causes, et après faire des recommandations pour voir comment on peut, ces experts comptables, essayer de faire de nouvelles missions, et surtout cette mission, une nouvelle mission de contrôleur de gestion externalisé. Alors voilà, donc bon, je vais reprendre parce qu'en effet, il y a une confusion qui a été faite. Donc en fait, il n'y a pas de... Moi, les auditions que j'ai réalisées, c'est sur des personnes qui ne sont pas membres de l'ordre. Donc j'ai auditionné des personnes qui ne sont pas experts comptables. Pourquoi j'ai auditionné des personnes qui ne sont pas experts comptables? Tout simplement, comme je vous l'ai évoqué, parce que j'ai pas réussi à trouver un cabinet qui propose une mission de contrôleur de gestion externalisée. Pour autant, ce que j'ai cité, c'est que je n'ai pas dit que les experts comptables ne faisaient rien en matière de contrôle de gestion, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'experts comptables, comme je vous l'ai évoqué, qui proposent des missions du tableau de bord. Mais pour moi, à mon humble avis, ces missions ne sont pas adaptées et ne répondent pas pleinement aux besoins des clients en matière de contrôle de gestion. La, j'ai également aussi évoqué pour quelles raisons les experts comptables avaient accumulé un retard sur cette thématique-là. J'en ai également parlé dans mon mémoire. La première de ces raisons que j'évoque, ben, c'est que déjà de fait, les experts comptables ont déjà beaucoup de travail sur les missions traditionnelles. On voit que le chiffre d'affaires du marché de la profession ne cesse d'augmenter. Il s'établit à 19 milliards d'euros en France, hein, le chiffre d'affaires du marché de la profession comptable. Donc, on sait pertinemment que le problème n'est pas de trouver les clients, mais est de trouver les collaborateurs. Donc déjà, quand on est dans une configuration comme ça, on ne peut pas jeter la pierre à un professionnel, lui reprocher de ne pas développer de nouvelles missions, alors qu'il ne court pas après le chiffre d'affaires, voyez-vous, ça serait assez paradoxal. Mais pour autant, là où je conseille quand même à tous ces professionnels de développer de nouvelles missions, c'est pour regagner de la valeur et pour pouvoir améliorer l'attractivité des cabinets et pour pouvoir pérenniser leur activité. Donc malgré tout, il y a quand même énormément de facteurs qui font que l'expert comptable a tout intérêt de s'investir de ces missions et à les développer le plus rapidement possible au sein de sa structure d'exercice. Voyez-vous? J'espère avoir un peu pu répondre aux précisions que vous attendez. Ben, d'après vos réponses, vous constatez comme quoi les experts comptables sont vraiment occupés par les missions traditionnelles. Donc, cette nouvelle mission, quel est l'apport pour les experts comptables? Parce que là, vous êtes en contradiction. Vous parlez que les experts comptables n'ont pas le temps pour chercher de nouvelles missions parce qu'ils sont occupés par le chiffre d'affaires. Et maintenant, votre mémoire il propose de nouvelles missions pour des experts comptables pour lesquels vraiment ils ne vont pas réaliser. C'est pour ça, moi, j'insiste tout à l'heure, de dire qu'il fallait faire un sondage pour les experts comptables, même s'ils n'ont pas réalisé, pour savoir pourquoi ils ne réalisent pas cette mission.
Et maintenant, le sujet de votre mémoire, c'est-à-dire c'est une nouvelle mission pour les experts comptables. On aurait aimé avoir ce sondage et les causes, pourquoi ils ne le font pas, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces experts comptables puissent réaliser cette nouvelle mission. Mmh. Écoutez, les causes, en fait, j'ai pas réalisé un sondage sur les raisons qui poussent qui ne poussent pas les experts comptables à développer de nouvelles missions, parce qu'en fait, il y a déjà pas mal de sujets, hein, il y a pas mal d'études qui ont été réalisées sur cette thématique-là, et je cite notamment l'étude des Moulins que je vous invite à consulter, et vous allez avoir pas mal de réponses sur cette thématique-là. Donc ça, c'est le premier point. Donc je voulais, en fait, moi, quand je cherche, c'est un peu comme quand j'ai développé de nouveaux outils. Je cherche à développer des outils utiles. Si c'est pour répondre à des questions qui ont déjà été répondues, je préfère citer en bibliographie les sources de mes travaux et me concentrer sur d'autres thématiques. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas réalisé un sondage sur les experts comptables, parce qu'à mon sens, il aurait apporté que peu de valeur à mes travaux. La réponse, on la connaît, on le sait. Les experts comptables, ils développent pas de nouvelles missions parce que, comme je vous ai dit, ils ont déjà du chiffre d'affaires. Ils ont déjà, mais là où je réponds maintenant à votre question, pourquoi il faut développer tout de même une mission de contrôleur de gestion externalisée? Parce qu'il y a une attrition sur les missions traditionnelles, l'attractivité de la profession en pâtit, c'est de plus en plus compliqué de recruter des collaborateurs parce que la rentabilité des missions traditionnelles s'effrite, et donc du coup les collaborateurs sont surchargés. Il y a une charge mentale qui devient très importante et qui nuit à l'attractivité. Donc le fait de développer des nouvelles missions avec plus de valeur ajoutée, ça va permettre de faire baisser la charge de travail sur les collaborateurs, de répondre aux besoins des clients, d'avoir des missions qui soient plus intéressantes, de faire regagner en attractivité, d'attirer, de créer, en fait, de sortir de ce cercle vicieux dans lequel de nombreuses structures d'exercice sont contraintes voilà, c'est la situation actuelle de nombreuses structures d'exercice. Elles sont dans un cercle vicieux, donc c'est-à-dire que il y a de plus en plus de travail, qui paye de moins en moins. Les collaborateurs sont de plus en plus surchargés, donc du coup il y a de moins en moins de collaborateurs. Donc ça, c'est la spirale infernale que je suis en train de vous décrire. Et le fait de développer de nouvelles missions, ça va permettre au contraire de stopper cette spirale et de créer un cercle vertueux. Voilà, c'est-à-dire d'avoir des missions qui sont de plus en plus rentables, de faire baisser la charge de travail sur les collaborateurs, d'attirer des nouveaux talents qui vont eux-mêmes pouvoir réaliser de nouvelles missions qui seront encore plus valorisées, et ainsi de suite. Bien. Je remercie Ara pour la qualité de ces questions. On va accueillir avec un certain retard, mais je pense que Julien n'y en verra pas d'inconvénient. Leslie, j'arrivais pas à la joindre, et j'y suis parvenu, je ne sais pas comment, sur mon ordinateur, car malheureusement, ces appels aboutissaient uniquement à mon mobile. Donc, merci beaucoup, Florent, tu t'es bien débrouillé, mon garçon. Bon. Qu'est-ce que tu penses, Ara? Est-ce que vous avez été convaincu? Monsieur Ara. Oui, parce que là, moi, je suis convaincu de la nouvelle mission, mais j'aurais aimé, comme dire tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, c'est-à-dire, est-ce que maintenant, avec votre mémoire, votre exposé, est-ce que les experts comptables vont réaliser cette nouvelle mission? J'aurais aimé avoir un sondage, c'est-à-dire dans le questionnaire, vous pouvez dire, par exemple, quelles sont les causes. Et est-ce que c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez avoir accès à cette nouvelle mission pour augmenter un chiffre d'affaires de 30%, 40%? Mais je pense que même si les experts comptables ne réalisent pas, en posant cette question, je suis sûr qu'ils vont essayer d'accéder à ces nouvelles missions, et ça serait vraiment un apport positif pour le mémoire. C'est-à-dire, bon, voilà, donc des experts comptables qui ne réalisent pas cette mission. Et maintenant, s'ils veulent augmenter, parce que c'est une nouvelle niche, une nouvelle mission, comme vous avez parlé du conseil, plutôt à Marseille, il y avait l'objectif, c'est de développer de nouvelles missions. Donc, l'expert comptable va réaliser une augmentation de son chiffre d'affaires, donc en ayant accès à cette mission. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, mon ami Ara, et merci beaucoup parce que tu
Tu m'as fait plaisir, Florence, ce matin. Ton exposé, malgré que Ara a remarqué certaines difficultés sur lesquelles il aimait avoir des réponses, hein. Donc, un exposé ne peut pas tout dire en 10 minutes. Et les questions d'Ara t'ont fait progresser énormément dans ta réflexion. C'est l'avantage qu'on a d'avoir des gens comme Ara qui viennent s'associer à nos travaux et c'est extraordinaire. Alors, on va Tout à maintenant. fait. Ah, c'est vrai, Florent. Tu es Oui, d'accord tout avec. à fait. Oui, Attends, d'ailleurs, si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas, hein. ouais. Julien, il va aussi profiter d'Ara dans quelques instants, après Leslie. Donc, mon ami Leslie, d'abord, est-ce que tu es prête là? On peut y aller? Oui, c'est bon, je suis prête. Bonjour à tous. Bonjour Leslie. Alors, madame, vous avez 10 minutes et ensuite il y aura les échanges avec le jury. Nous vous écoutons, madame. Madame, Monsieur les membres du jury, bonjour, Thibault Leslie, et je me présente à vous aujourd'hui depuis l'île de la Réunion afin de soutenir mon mémoire. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de me donner l'opportunité de passer cette soutenance à distance et j'aimerais également remercier Madame Rion qui a bien voulu m'octroyer donc le 4.1 de manière rapide et qui m'a permis tout simplement de pouvoir commencer à travailler sur ce mémoire. Alors, dans le cadre de cet exposé, je vais commencer par vous parler de mon parcours académique et professionnel, puis des raisons qui m'ont poussé à choisir le thème de ce mémoire. Et enfin, je vous exposerai les principales parties de mon mémoire. Alors, j'ai débuté ma formation comptable suite à l'obtention de mon BTS en comptabilité et gestion des organisations, suivi de ma licence en sciences techniques comptables et financières et de mon master en comptabilité, contrôle et audit. À la suite de cela, j'ai intégré le monde professionnel de la comptabilité dans un cabinet qui m'a accompagné tout au long de mes stages, durant la préparation de mon DSCG et de mon DEC. Ce cabinet, c'est un cabinet de type traditionnel qui est présent donc sur 4 sites sur la région et qui emploie une trentaine de collaborateurs. J'ai 7 ans d'expérience au sein de ce cabinet où j'ai commencé en tant qu'auditrice donc dans le pôle de commissariat aux comptes avant de devenir responsable de ce pôle. Par la suite, afin de pouvoir valider mes heures en expertise, j'ai rejoint donc le pôle comptable où j'exerce actuellement en tant que réviseur et supervise une petite équipe. Alors j'ai validé à la session de mai dernier l'UV1, j'ai passé il y a quelques jours les épreuves de l'UV2 et aujourd'hui donc je me tiens devant vous pour la soutenance de mon mémoire. Alors, passons maintenant au choix du thème de mon sujet, qui est le bien-être, et plus précisément, le sujet est le suivant, la motivation, moteur de la performance dans toutes les entreprises, optimisation de la réussite des cabinets comptables par la mesure du bien-être des collaborateurs. Alors, il faut savoir que dans le cabinet dans lequel je travaille, on a connu une vague de départ, et à ce moment-là, je me suis posé la question, pourquoi un salarié il décide en fait de quitter le cabinet? Donc j'ai questionné les salariés qui étaient sur le départ et ils m'ont tous répondu qu'ils étaient démotivés et que pour certains c'était dû à une baisse, à un manque pardon, de flexibilité au travail et pour d'autres à un manque de reconnaissance et de récompense de la part de la direction. Mais à ce niveau-là, ma réflexion était limitée parce que je me suis posé la question, est-ce que c'est une problématique qui touche uniquement le cabinet ou qui touche aussi donc les autres cabinets? J'ai donc questionné les collaborateurs issus d'autres cabinets comptables et ils m'ont également répondu qu'il y avait un fort turnover au sein du cabinet et que souvent c'était dû donc à une baisse de motivation. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y a donc une réflexion à avoir donc sur cette problématique et surtout savoir qu'est-ce qui démotive un collaborateur et comment le motiver. C'est comme ça que m'est donc venu le thème du bien-être dans le cadre de mon mémoire. Ce qui m'a également confortée par rapport à ce choix, c'est le fait que c'est un sujet d'actualité. On en parlait déjà au 77e congrès, donc avec le cabinet de demain qui était déjà mis en avant comme un cabinet humain et bienveillant. Et aussi, donc, dans le 79e congrès qui a eu lieu en octobre à Marseille, on mettait en avant le manque d'attractivité de la profession et notamment comment pouvoir recruter aujourd'hui de nouveaux profils et surtout comment les retenir. Donc, des éléments finalement qui me confortent aujourd'hui puisque ce sont des éléments que j'aborde dans le cadre de mon mémoire. Passons maintenant aux principales parties de mon mémoire. Alors, dans la première partie, j'ai dressé donc un état des lieux des difficultés que rencontre la profession, donc notamment en matière de recrutement et de fidélisation des collaborateurs, et qui est dû par le manque d'attractivité de la profession. Ce manque d'attractivité est impacté par des facteurs internes tels que le type de management, la culture d'entreprise et les conditions de travail, mais également par des facteurs externes comme les évolutions donc, des technologies, la concurrence d'autres métiers, l'image de la profession, les différences intergénérationnelles et également les conséquences du Covid-19. C'est pourquoi, dans cette première partie, j'ai mis en avant des stratégies de recrutement et des techniques pour fidéliser les collaborateurs. J'ai également mis en lumière, dans cette première partie, le fait qu'une absence de motivation et une faible motivation vont venir dégrader la performance du cabinet comptable et par conséquent, enfin,
au travers en fait de la hausse de l'absentéisme, de la hausse du turnover et de la baisse de la productivité. C'est pourquoi il faut qu'on accorde un intérêt donc à motiver les salariés, notamment en prenant en compte leurs différents besoins et les besoins qui ont un impact sur leur motivation intrinsèque, puisque cela permettra de renforcer leur engagement, mais sur du long terme et par conséquent d'augmenter la performance du cabinet sur du long terme également. Alors, dans la deuxième partie, je propose donc un guide à l'expert comptable, guide qui se compose notamment donc de l'outil de mesure du bien-être et d'un outil qui met en avant les indicateurs de performance du cabinet. Ceci permettra à un expert comptable de pouvoir analyser les conséquences donc, du niveau de bien-être de ses collaborateurs sur la performance globale de son cabinet. C'est pourquoi mon mémoire il s'articule donc autour de 3 principaux axes. Donc, premièrement, je fais un apport scientifique donc, dans le cadre de ce mémoire, notamment par des études que j'ai pu mener, par une vaste bibliographie, par des focus pédagogiques, par l'expérience que j'ai pu acquérir donc, dans le cadre de ma participation à des webinaires, des séminaires et des conférences sur le sujet, et également par des informations que j'ai pu donc, collecter de Google Alert et qui m'ont permis d'avoir des informations d'actualité et pertinentes et que j'ai rendues accessibles donc, grâce à des liens hypertextes dans le cadre de ma bibliographie. Ce qui a également renforcé cet apport scientifique, c'est les enquêtes que j'ai pu mener auprès de la profession. Alors, il faut savoir que ces enquêtes ont été menées auprès des experts comptables et aussi des collaborateurs et managers. L'objectif, c'était de savoir comment est perçu le bien-être au sein des cabinets, puisque l'outil que je propose est destiné aux experts comptables et pour moi, il était important de savoir comment est perçu ce bien-être et si c'est un sujet qui intéresse les experts comptables. Par conséquent, j'ai réalisé donc des questionnaires sur Google Forms que j'ai transmis donc par mail mais aussi posté sur mon réseau LinkedIn afin de toucher donc un maximum de public. Alors, il faut savoir que sur les retours que j'ai pu avoir des collaborateurs et des managers, donc j'ai eu un taux de retour de 12%. Et l'objectif en fait de cette enquête, c'était surtout de savoir pour les managers et les collaborateurs quels sont les principaux facteurs de motivation et de bien-être qui ont un impact sur eux et sur la performance donc du cabinet. Il en est ressorti que le facteur principal de motivation était le fait de pouvoir acquérir des compétences et d'évoluer professionnellement. Au niveau des actions qui touchent principalement, donc les actions de bien-être qui influencent principalement les collaborateurs et managers, on retrouve l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle et travailler dans de bonnes conditions de travail. Concernant les enquêtes des experts comptables, j'ai pu avoir un taux de retour de 43% et l'objectif a été le même que pour les collaborateurs et managers, mais c'était surtout de savoir aussi quels sont les indicateurs qui, selon les experts comptables, sont influencés par le bien-être et en réalité, quels sont les indicateurs qui regardent réellement donc dans le cadre de l'analyse de la performance? Alors, au niveau du facteur de motivation, on retrouve principalement le développement personnel. S'agissant du bien-être, on a la mise en place de bonnes conditions de travail, ce qui est en corrélation avec ce que disent les collaborateurs et managers. Et concernant les indicateurs qui, selon les experts comptables, sont influencés par le bien-être, on retrouve la productivité des employés. Mais en réalité, ce que les experts comptables regardent principalement, et pour 71%, c'est le chiffre d'affaires et des bénéfices. En conclusion de ces enquêtes, ce qu'il en ressort, c'est que pour 71% des experts comptables, le bien-être des employés est primordial. Et parmi donc, les experts comptables qui ont mis en place des actions, on en a 87,50%. 45% disent que cela a eu une amélioration sur la performance et 83% précisent qu'ils ne font aucun suivi, aucune analyse en fait de l'impact de ces actions sur la performance de leur cabinet. Et c'est à ce niveau-là que je me suis dit qu'il y a quelque chose à apporter à la profession. C'est pourquoi, deuxièmement, mon mémoire, il s'articule autour donc d'un apport technique qui propose donc un guide à destination de l'expert comptable et qui se compose des enquêtes que j'ai pu réaliser auprès de la profession et qui permettent de démontrer à un expert comptable quels sont les facteurs de motivation et de bien-être qui influencent le collaborateur et la performance d'un cabinet comptable, qui se compose aussi de l'outil de mesure du bien-être des collaborateurs, de l'outil qui met en avant les indicateurs de performance, de l'analyse de l'impact du bien-être sur la performance du cabinet et des recommandations qui permettent d'améliorer le bien-être et avec lui la performance du cabinet. Donc, il est important de préciser que l'élaboration de ce guide a été réalisée donc, avec les données du cabinet dans lequel je travaille, mais il faut savoir que ces outils sont adaptables donc, à tout type de cabinet, qui sont modulables donc, en fonction des attentes de la direction, mais aussi en fonction des actions qui ont déjà été mises en place au sein du cabinet. Ils ont été exploités sur Excel et par conséquent, cela ne nécessite aucun coût onéreux pour le cabinet. Et il permet aussi d'avoir une démarche innovante puisqu'il met en avant justement cette notion de bien-être
qui doit être aussi analysé par l'expert comptable pour regarder un petit peu ces indicateurs de performance. Enfin, mon mémoire, il permet aussi donc de faire un apport professionnel. Donc, dans le cabinet dans lequel je travaille, on a une comptabilité analytique. Donc, cette comptabilité analytique permet de calculer des coûts de revient, permet de fixer des honoraires rentables et permet aussi donc de maîtriser les coûts. Et en ce sens, mon étude apporte une nouvelle dimension puisque j'intègre donc cette notion de bien-être, cette notion de capital humain, donc dans l'approche de l'expert comptable sur l'analyse de sa performance. Et comme j'exposais donc dans mon mémoire, le bien-être a des impacts positifs sur la productivité, sur la fidélisation des clients et des collaborateurs et sur la satisfaction des clients et des collaborateurs également, ce qui permet de rentabiliser sur le long terme donc comment dirais-je, donc la rentabilité du cabinet comptable, pardon, et c'est pourquoi il est important aujourd'hui de motiver ses salariés, d'investir dans le bien-être, puisque cela aura donc un impact sur la performance globale du cabinet comptable sur le long terme. Madame, Monsieur, je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. Je reste disponible donc afin d'échanger davantage sur le sujet. Sachez que j'ai pris plaisir à réaliser ce mémoire et j'aimerais conclure cet exposé par la citation donc d'un expert comptable anonyme. La clé du succès dans un cabinet comptable réside dans le bien-être de ses collaborateurs. Une équipe équilibrée et satisfaite est le moteur de la réussite. Merci madame, merci monsieur. Merci beaucoup, madame. En effet, vous avez choisi un sujet très original par rapport à tous ceux qui sont passés depuis ce matin où nous sommes avec d'autres candidats qui, eux, ont traité des sujets très techniques sur la transmission, sur énormément de choses, tandis que vous l'avez apporté un thème novateur qui a été évoqué au Congrès 2024, c'est tout à votre honneur. Alors, madame, quel a été, vous l'avez dit un peu, mais on peut écouter le déclencheur de ce mémoire. Est-ce que c'est votre cabinet ou c'est l'ensemble des relations que vous avez avec des collègues qui vous ont donné envie de faire ce mémoire? Alors, ce qui m'a donné envie de faire ce mémoire, c'est déjà dans un premier temps le constat que j'ai fait en interne dans le cabinet dans lequel je travaille, puisque, comme je le dis, donc ça fait 7 ans que je suis au sein de ce cabinet et c'est vrai que durant ces 7 années, j'ai vu en fait du monde partir. Et j'ai voulu comprendre, donc comme je l'ai évoqué dans mon exposé, pourquoi ces personnes décident de partir, surtout quand ce ne sont pas des départs qui sont liés donc à la retraite ou tout simplement à une reconversion ou voilà, parce qu'ils ont d'autres projets. Mais quand ça ne concerne pas des sujets de ce genre, je me suis demandé justement qu'est-ce qui faisait qu'un collaborateur partait. Et en faisant des recherches, donc j'ai constaté que le turnover était lié pardon, donc au manque d'attractivité. Et c'est comme ça un petit peu que m'est venu en fait toute cette réflexion que j'ai pu avoir autour donc, de ce mémoire et qui m'a donné envie en fait, d'apporter à la profession des solutions qui permettraient justement d'avoir un impact sur le manque d'attractivité donc, de la profession, mais surtout de savoir comment en interne on pourrait améliorer donc, le bien-être de nos collaborateurs pour avoir justement un impact sur la performance des cabinets comptables. Parce que de manière générale, quand je regarde, on cherche toujours à rechercher donc le bien-être, mais chez les collaborateurs de nos clients. Mais moi, ce que j'ai voulu apporter, c'est vraiment de rechercher le bien-être des collaborateurs du cabinet pour déjà renforcer la rentabilité du cabinet avant de vouloir renforcer la rentabilité de manière externe, si je peux dire ça comme ça. Donc, si vous voulez, les principaux objectifs, ce qui m'a poussé à faire ce mémoire, c'est vraiment de pouvoir apporter à ma petite échelle des solutions concrètes pour améliorer le manque d'attractivité, des solutions aussi pour pallier donc à la baisse de motivation et aussi pour améliorer donc le bien-être dans un cabinet comptable et surtout de démontrer que le bien-être a un impact sur la performance d'un cabinet et de proposer donc in fine des solutions pour pouvoir mesurer ce bien-être et le suivre continuellement afin de toujours en fait tout simplement améliorer la performance des cabinets comptables. Bien. Est-ce que cet investissement que vous avez envie de mettre en place, est-ce que vous avez pu chiffrer toutes ces mesures dans un cabinet ou c'est la bonne volonté de chacun d'eux qui fait que grâce à cela, on peut changer l'état d'esprit sans dépenser beaucoup d'argent? Alors, donc j'ai pu donc par rapport aux outils que j'ai mis en place et par rapport aux enquêtes que j'ai pu faire et notamment aux recherches que j'ai pu faire aussi. Donc, en fonction des demandes des collaborateurs, il va y avoir en fait des coûts
qui vont être plus ou moins, on va dire, importants. En fonction des besoins des collaborateurs, donc par exemple, si je prends les premiers besoins tels qu'avoir une juste rémunération, travailler dans de bonnes conditions de travail, forcément là, le coût qui va être engagé derrière, ça va être donc le salaire du salarié. C'est aussi de pouvoir le proposer donc des primes, des avantages sociaux, et donc forcément cela génère des coûts. Au niveau donc par exemple donc des conditions de travail, c'est de pouvoir aussi lui proposer donc des locaux qui soient quand même conviviaux, du matériel qui soit neuf, je dirais aussi donc des bureaux qui soient ergonomiques et tout ça, effectivement, ça génère donc ça génère des dépenses derrière qui vont avoir un impact sur tout simplement les dépenses donc du cabinet. Et c'est vrai que dans le cadre de l'étude que j'ai pu mener, on constate clairement que lorsque des actions sont mises en place au niveau du cabinet, on voit clairement qu'il y a quand même un impact au niveau donc, de la trésorerie, puisque forcément, on a dû dépenser pour pouvoir mettre en place ces actions. Mais à côté de ça, on sait très bien que cet investissement que l'on fait dans le bien-être, on va pouvoir justement avoir une certaine rentabilité donc, grâce à cet investissement qui ne sera pas forcément visible de suite, puisque c'est une rentabilité différée, le temps que le collaborateur puisse justement avoir une motivation qui sera engagée au fur et à mesure que les actions seront mises en place. Donc, le temps que le cabinet puisse compenser les dépenses qu'il a faites et dégager du bénéfice par rapport à l'amélioration de ce bien-être, forcément, la rentabilité dégagée sera un peu plus lointaine. Ce qui fait que on va ressentir donc le coût de ces dépenses, donc inopinément, donc au moment où on va les mettre en place, mais la rentabilité sera générée un peu plus tardivement. Donc, je dirais que c'est vrai que dans le coût qu'on va faire au niveau de la mise en place de ces actions, forcément, ça va générer donc plus ou moins des coûts en fonction des actions qu'on va mettre en place. Et la mesure donc par rapport à ça, c'est dans le cadre du tableau donc, qui met en avant les indicateurs de performance et qui permet de voir justement l'impact de la mise en place de ces actions sur tout simplement les données du cabinet comptable. Est-ce que les ateliers et conférences qui ont eu lieu à Marseille, voici quelques semaines, ont-ils eu une influence sur votre exposé d'aujourd'hui ou sur votre réflexion personnelle? Alors oui, tout à fait, puisque dans le cadre donc du conseil, enfin du congrès qui a eu lieu donc à Marseille, comme je vous disais, on mettait en avant justement comment recruter de nouveaux profils aujourd'hui. Et ce qui m'a interpellée par rapport à cet atelier donc, pour lequel j'ai pu récupérer donc, les différents travaux, la profession en fait se dit qu'aujourd'hui, il faut anticiper les demandes, c'est-à-dire qu'il faut évaluer donc le marché d'aujourd'hui et savoir qu'est-ce que les futurs collaborateurs souhaiteraient tout simplement exercer en termes de mission? C'est savoir en fait de savoir en fait identifier les nouveaux métiers, d'identifier les nouvelles compétences pour pouvoir en fait adopter les missions qu'on va proposer à ces futurs talents et notamment avec le développement donc des métiers qui se font dans le cadre justement donc de l'évolution du métier de l'expert comptable. Ça nous donne en fait un avantage de se dire qu'aujourd'hui on a la possibilité en fait de recruter des profils de toute nature, puisqu'on aura en interne la possibilité de les mettre soit sur des postes tels que des responsables en fait en RSE, des data analystes, des personnes qui sont donc compétentes au niveau de l'intelligence artificielle, et notamment ça va toucher en fait le marché de la nouvelle génération. Et ce qui m'a en fait renforcé un petit peu par rapport à mon exposé de ce jour, c'est de se dire que la nouvelle génération aujourd'hui, c'est donc tout simplement pour moi, les futurs collaborateurs de demain. Et c'est pour ça qu'il est important, donc, comme je disais dans mon mémoire, de prendre en compte les besoins de cette nouvelle génération en adaptant nos recrutements, en adaptant donc nos offres en fait par rapport à des postes et surtout en anticipant donc les besoins de ces collaborateurs-là. Et il est important aussi, donc c'est quelque chose que j'ai pu retenir aussi, c'est de prendre soin des collaborateurs avant qu'ils intègrent donc le cabinet, c'est-à-dire de pouvoir préparer donc déjà son intégration, donc par un processus d'onboarding, de, de pouvoir aussi, donc tout au long où il sera donc arrivé dans le cabinet comptable, de pouvoir donc mettre en adéquation tous ses besoins et aussi, in fine, donc ça c'est quelque chose que j'ai pu en fait voir dans un des webinaires sur lequel j'ai pu assister, c'est qu'on va aussi suivre le départ en fait du salarié, c'est-à-dire qu'il est important
de prendre soin de son collaborateur dès le moment où il intègre le cabinet, mais aussi lorsqu'il va partir, puisque cette personne qui va partir sera un ambassadeur donc, de l'image de marque du cabinet comptable, et il est important que cette personne puisse aussi quand même nous recommander dehors. Donc, pour compléter un petit peu là ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les travaux qui ont eu lieu lors du congrès de Marseille avec donc, le développement des missions me permettent aujourd'hui de dire que pour pouvoir attirer donc de nouveaux collaborateurs, il faut surtout en interne pouvoir se développer et pouvoir proposer donc des avantages aux collaborateurs pour qu'ils puissent sentir, enfin pour qu'ils puissent avoir envie d'intégrer donc le cabinet comptable. Et ça peut être par exemple par la mise en place donc de télétravail, par la reconnaissance donc grâce à des avantages sociaux et tout simplement en leur montrant que dans le cabinet comptable dans lequel on a une bonne ambiance, en leur donnant envie donc d'intégrer le cabinet Bien. en ce sens. Écoute, Donc, je ne sais pas si. tu t'es bien débrouillée, ma grande. Hier, je t'ai renvoyé des documents, t'as vu? Tu les as vus? Oui, sur l'image avec la tasse là, sur la tasse Ah, de. Oui, moi, oui, j'ai... Comment? je l'avais déjà intégré dans mon mémoire, mais oui, oui, C'est c'était bien. c'est parfait. Bon, est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à nos amis qui sont là, derrière nous, là? Il y a Roy, il y a Florent, il y a Julien. Julien qui Oui, va... Francis, j'ai une question. Euh, Bonjour Leslie. Bonjour. Donc, le sujet est très, très intéressant, le bien-être. Euh, il y a beaucoup de départs de collaborateurs dans les cabinets comptables, d'expertise comptable, mais aussi dans les entreprises, donc Mhm, chez nos clients. Donc, les causes, vous avez parlé beaucoup de les causes, le bien-être, mais je n'ai pas vu un élément qui est très, très important selon la pratique et selon les études qui ont été faites les causes de départ. L'élément le plus important, c'est la rémunération qui est faible dans les cabinets. Donc, c'est oui. 80% des départs des salariés chez les cabinets comptables sont dus à la rémunération, la faiblesse de la rémunération. Bien sûr, il y a aussi les autres facteurs, Mhm, mais ils ne pèsent pas lourd par rapport à les autres, c'est à peu près 40% ou 50%, c'est-à-dire les conditions de travail, l'ambiance, la pression, le stress, le manque de perspective d'évolution, le manque de reconnaissance, tout ça. Donc, mais la majorité, et moi je peux en témoigner hein, quand même, la oui. majorité, quand je recrute pour mes clients et je regarde le CV, je vois le candidat qui a changé 3 fois, 4 fois, 5 fois de cabinet, quand je lui pose la question, il me dit, bon, c'est la rémunération. Donc, Donc, j'ai pas il vu faudrait. Oui. j'ai pas vu cet élément de rémunération. Il y a, bien sûr, quand on parle des rémunérations, c'est d'abord les salaires et les Mhm, avantages. Il y a aussi des avantages, c'est-à-dire le ticket restaurant. On peut avoir un téléphone, on peut avoir un véhicule de fonction. Donc, tout ça, c'est des avantages, comment dire, en nature ou bien en mhm, numéraire. Mais il y a les autres, bon, c'est les conditions de travail. Donc, il y a déjà ça. Et tout à l'heure, Francis a posé une question très, très importante. Parce oui. que quand on va mettre tout ça, c'est-à-dire on va essayer d'augmenter les salaires, on va essayer d'investir dans les conditions de travail, ça a un coût. Mhm, Et on n'a pas vu au niveau de l'exposé, c'est-à-dire le coût et la contrepartie de ce coût en productivité. Est-ce que, c'est-à-dire, bon, c'est-à-dire on va essayer, le cabinet, il va investir, mais il ne va pas investir seulement pour faire plaisir aux oui. salariés. Donc, il faut qu'il y ait une contrepartie, c'est-à-dire une augmentation de productivité. Est-ce que vous avez pu mesurer cette productivité et les sondages que vous avez faits, je ne sais pas, au niveau des cabinets ou bien dans votre cabinet, il était, par exemple, on prend un collaborateur, il traitait au niveau de la comptabilité, il a un portefeuille de 20 clients.
et on a augmenté le salaire, on lui a fait l'ambiance de travail, on a diminué la pression, on a essayé de lui donner beaucoup de choses au niveau de la qualité de travail et tout. Mais on voit que quand même, il reste toujours sur 20 clients. Donc, est-ce que vous avez pu mesurer ça au niveau de la performance? Parce que les experts comptables, s'ils veulent appliquer cette bien-être, il faut qu'il y ait une contrepartie de l'autre côté. Alors, cette performance, non, malheureusement, je n'ai pas mesuré parce qu'en fait, si vous voulez, les données que j'ai pu récupérer donc avec mon cabinet comptable, les données, en fait, vont surtout démontrer que le mal-être des collaborateurs ont dégradé les indicateurs. Par contre, en contrepartie, cette amélioration-là, moi, je ne les vois pas encore dans les indicateurs que je mets en avant. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la productivité, donc d'une année à une autre, donc on a augmenté donc, de 2022 à 2023. Mais ce que je mets en fait en avant dans ce mémoire et par rapport à ce tableau que j'ai mis donc dans mes annexes, c'est la dégradation du mal-être. Puisqu'en fait, dans le cabinet de 2022 à 2023, on a surtout eu beaucoup donc, de départs et on n'a pas eu forcément beaucoup d'actions qui ont été mises en place. C'est pourquoi il était difficile pour moi de mesurer, en fait, si vous voulez, le coût que cela a coûté. Par contre, les indicateurs qui ont été dégradés, les coûts de recrutement, les coûts de formation, le coût d'absentéisme, tout ça, moi, je les ai mesurés. Mais je ne peux pas mettre encore en avant cette amélioration, si vous voulez, parce qu'à mon avis, ça se fera sur les années qui vont arriver. Mais Bien. la cause de départ, c'est d'abord la rémunération. Ça, c'est très, très important. La cause de départ, c'est la rémunération qui est faible dans les D'accord. cabinets et dans les Après, si vous entreprises. voulez, en fait, par rapport au questionnaire que j'ai fait, donc quand j'ai questionné les collaborateurs, il y avait effectivement la rémunération, mais ce qui ressentait aussi le plus, et c'est pourquoi je pense que j'en ai pas parlé de la rémunération, c'est en fait le fait qu'il y a un manque de proximité avec l'expert comptable et aussi le fait comment dirais-je, il manque en fait beaucoup de communication et de la reconnaissance. Et finalement, j'ai l'impression que cela primait un peu plus au détriment de la rémunération. Après, ça, c'est des choses que j'ai vues en interne, mais, Ouais. mais voilà, en tout cas, un petit peu les causes de départ. Tu auras quand même une question demain sur la rémunération. Prépare-toi. Et la Oui, question. mais Mm. c'est ça, Francis, Oui, c'est très d'accord. important. Parce qu'il se Ok, peut qu'il y ait une question sur la rémunération, il faut vraiment. Parce que la majorité des études, c'est 80% du départ, c'est la 80%, d'accord. rémunération. Oui. Ok. Alors, Mais essaye de par fortifier rapport à... la réponse, Oui. hein. Essaye de fortifier. Bon, Mm, j'ai mm. un Je peux apporter quelque chose aussi, si vous voulez. En fait, là, ce qui fait qu'un collaborateur reste ou part dans un cabinet, on peut l'analyser sous la forme d'un triangle. Donc, le premier de ces triangles, en effet, c'est la rémunération. Le deuxième côté, c'est l'ambiance. Et le troisième côté, c'est l'apprentissage. En fait, ce qu'on peut constater, c'est que un collaborateur, s'il a deux des trois sommets du triangle qui sont satisfaits, il va rester en fait dans son cabinet. Par exemple, s'il est mal payé mais qu'il y a une bonne ambiance et qu'il apprend des choses, il va rester. S'il y a une bonne ambiance et qu'il est bien payé mais qu'il apprend rien, il va rester aussi. Mais à partir du moment où il n'y a plus qu'un sommet sur les trois du triangle qui sont remplis, là, en fait, vous allez avoir les départs des collaborateurs. Voilà un exemple, Leslie, D'accord. que tu pourras argumenter Ok. pour. Ok, je te remercie. Par rapport à la question de Hara sur le coût justement de ces actions, donc comme je vous le disais, nous, les actions qu'on a mis en place en interne au sein du cabinet, ça a été donc, il y a eu le télétravail, puis il y a eu une prime qu'on a eue en 2023. Donc, ce sont des choses, finalement, comme je vous disais, que je n'ai pas forcément mesurées. Comment pouvoir me défendre lors de l'oral si jamais j'ai ce genre de questions? Vas-y, Ara. Bah, il faut dire que vous avez une comptabilité analytique, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la comptabilité analytique, et que vous avez, c'est-à-dire, bon, vous avez maintenant les coûts, c'est-à-dire les dépenses au niveau d'augmentation de rémunération, et bon, tous les éléments que vous avez mis. Et après, vous connaissez vos collaborateurs, chacun dont, par exemple, si on prend le portefeuille client, quelqu'un qui a
30 dossiers. Et en augmentant, on a fait le bien-être et tout. Donc, le candidat, il est motivé. Donc, il y a une augmentation de la productivité. Et au lieu de faire 30, il a fait 35. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de montrer. Comme quoi, quand même, on ne va pas dépenser de l'argent comme ça sans contrepartie. Sinon, ça ne sert à rien. Bien. D'accord. Ok, Merci. merci. Est-ce que tu t'en souviens d'efficacité, Oui, productivité, stabilité? Alors, on l'a vu hier, hein. Bon, oui. alors je dis bonjour à Jordan qui vient de nous rejoindre, mais il y a une réunion pour Jordan et beaucoup d'autres à 10 heures. Mais je suis en train de lui expliquer qu'on est en train de faire passer les 3 derniers mémorialistes chronologiquement qui sont en poste pour passer cette semaine, dont Leslie qui vient de terminer son exposé qui passe demain, et nos 2 amis Florent qui a passé tout à l'heure et Julien qui va passer maintenant jusque 10 heures, eh bien, passe vendredi. Alors, Julien, est-ce que tu es prêt? Je remercie Ara également pour l'ensemble des questions qu'il a posées à Leslie. Leslie pour la qualité de son exposé, mais qu'elle doit renforcer sur certains aspects que nous n'avons pas manqué de faire ressortir à la fois Florent, Ara et moi-même. Alors, Julien, Ok. on vous écoute, Julien. Alors bonjour, je m'appelle Julien Méliani et je viens de la région sud. Mon parcours académique est un peu particulier. J'ai commencé par un BTS en alternance, ce qui m'a permis de travailler très tôt en entreprise et de développer une compréhension concrète du monde professionnel pendant 8 ans. Après cette première expérience, j'ai décidé de m'orienter vers la filière de l'expertise comptable. J'ai alors intégré un cabinet et j'ai préparé en parallèle mon DCG, mon DSCG et réalisé mon stage d'expertise comptable. À ce jour, je suis directeur associé dans un cabinet de 5 personnes. Tout cela me permet de bénéficier de 18 années d'expérience. Mon mémoire présenté aujourd'hui s'intitule « Gestion budgétaire et organisationnelle, l'expert comptable au service de la professionnalisation des clubs de football amateurs ». Je suis passionné de sport, en particulier de football. Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une expertise dans l'accompagnement de petites structures associatives, souvent confrontées à des difficultés de gestion. Ces structures souffrent d'isolement, de manque d'expérience et de moyens pour se faire accompagner, contrairement aux entreprises classiques. Il y a 8 ans, nous avons été sollicités par le club de football local, alors en difficulté, après une relégation en National 2. Nous avons vite mesuré l'écart entre leurs besoins, correspondant à ceux d'une organisation réalisant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, et la réalité de moyens dont ils disposaient. Quelques semaines après notre arrivée, le club a perdu 3 points au classement suite à une sanction de la DNCG, ce qui a mis en lumière l'urgence de certaines problématiques structurelles. Avec les dirigeants, nous avons alors décidé de renforcer notre accompagnement pour aider le club à atteindre ses objectifs de professionnalisation, ce qui a failli se réaliser en 2013, 3 ans avant notre arrivée, mais qui aurait pu être une véritable catastrophe économique pour le club en question. Mon stage en commissariat aux comptes m'a également permis d'intervenir auprès d'autres clubs professionnels dans divers sports qui partagent ces mêmes défis de structuration. Cette expérience m'a convaincu de l'importance d'un accompagnement adapté pour les clubs sportifs. Je suis persuadé que notre profession a un rôle essentiel à jouer en augmentant sa présence dans ce secteur où de nombreux clubs ont besoin d'un soutien solide pour évoluer et pérenniser leur activité. Pour mener à bien ce travail, j'ai structuré ce dernier en 3 phases essentielles. La première phase a été consacrée à l'analyse de l'environnement des clubs de National 2. Il était primordial de comprendre l'impact de ces clubs, non seulement dans le paysage du football français, mais aussi sur l'économie locale et nationale. Cette phase a permis de poser les bases du diagnostic en mesurant l'influence de ces structures, leurs enjeux spécifiques, ainsi que leur contribution à la dynamique sportive et économique du territoire. Dans la seconde phase, j'ai réalisé un diagnostic approfondi de plusieurs aspects organisationnels et économiques pour évaluer la solidité et les besoins des clubs.
Sur le plan organisationnel, le diagnostic s'est concentré sur la gouvernance et la structure des clubs, l'identification de leurs forces et faiblesses, ainsi que sur leurs besoins pour atteindre le professionnalisme. En parallèle, l'analyse économique et budgétaire a porté sur les sources de revenus et les dépenses des clubs, l'investissement dans les infrastructures, notamment les stades, et les relations avec la DNCG. Le but était de mesurer leur capacité à soutenir un développement économique durable et d'identifier les leviers d'amélioration possibles. La troisième phase de ce travail a consisté à proposer des outils concrets pour structurer davantage les clubs et renforcer leur gestion budgétaire. Ces outils, qui mettent en lumière le rôle stratégique de l'expert comptable, visent à apporter une réponse aux exigences strictes de la DNCG. En structurant les clubs de manière plus professionnelle et en optimisant leur gestion, ces outils contribuent à assurer leur pérennité et leur capacité à évoluer dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Dans mon mémoire, j'ai développé divers outils pour accompagner les professionnels dans leur mission auprès des clubs de football amateurs. Ce travail propose des outils structurants essentiels pour la transformation et la structuration des clubs avec un cas fil rouge fictif intitulé SCDEC. Des propositions de statut associatif et de SASP, ainsi que de conventions de mécénat et de partenariat. Un modèle de vérification d'imposition pour l'association et un modèle d'accord d'intéressement pour la SASP. Des propositions de rapport d'activité pour l'association et de mise en place de missions d'intérêt général pour la SASP. Un modèle de convention entre les deux entités, document clé de la structuration juridique du club. J'ai également élaboré une méthodologie d'audit organisationnel permettant de structurer le club. En support de ce diagnostic, j'ai conçu une quinzaine d'outils couvrant de nombreux domaines de gestion du club. Ces outils permettent d'accompagner les clubs dans la transition vers une gestion plus professionnelle et structurée, en garantissant un pilotage rigoureux et un suivi continu. Sur le plan financier, mon mémoire propose des outils permettant d'évaluer la santé économique des clubs. L'outil de tableau de bord sur la santé financière intègre des indicateurs issus d'outils préparatoires comme le ratio de masse salariale, le ratio d'endettement, le ratio de fonds propres, la capacité d'autofinancement et la capacité de paiement. Il est également proposé une évaluation de la SASP basée sur plusieurs méthodes pertinentes pour les clubs de football amateurs. Pour soutenir le développement économique des clubs, j'ai également proposé des outils de prévision pour les activités génératrices de revenus, telles que l'organisation de stages, la création d'une académie de gardiens, l'ouverture d'une boutique de club ou encore la mise en place de tournois. L'outil structuré pour le développement économique a été mis en place également afin d'aider les clubs à piloter leur croissance grâce à des indicateurs d'avancement économique, garantissant ainsi un suivi et un développement durable. Il est également abordé l'importance du stade pour tout club aspirant au niveau professionnel. Cet investissement doit être pensé comme un levier stratégique et j'ai développé un outil de calcul de retour sur investissement pour soutenir cette réflexion. J'ai également créé plusieurs outils de gestion budgétaire pour accompagner les clubs dans la maîtrise de leurs finances. Parmi eux, un outil intégré de suivi des recettes, des outils de suivi des dépenses couvrant des catégories telles que les véhicules, les logements, les équipements, les déplacements et les agents. L'outil de suivi de masse salariale est indispensable pour permettre un suivi perpétuel, notamment pour le recrutement et les ajustements en cours de saison. Un outil de suivi de trésorerie est également inclus afin de piloter la trésorerie des deux entités de manière précise à flux tendu. Les résultats sont également estimés en cours de saison selon un outil d'estimation permettant d'anticiper le bénéfice ou la perte le plus tôt possible. Tous ces outils sont conçus pour être utilisés par les experts comptables pour préparer les éléments pour la DNCG, facilitant une meilleure fluidité de travail et une gestion financière plus structurée pour les clubs. Merci de m'avoir écouté. Bien, merci monsieur. Donc vous avez choisi un sujet original avec une variété de réflexion sur un club
assez haut en hiérarchie footballistique. Alors, monsieur, quels étaient finalement vos objectifs par la rédaction de ce mémoire? Est-ce que vous voulez servir à tous les clubs ce que vous allez nous dire dans ce que vous avez écrit dans ce mémoire, ou alors vous avez ciblé des clubs qui sont déjà dans le haut du panier dans le football amateur? Alors, je suis tout d'abord parti d'un constat qui était relativement simple. Parmi mes expériences professionnelles dans les associations et également auprès de clubs sportifs qui sont professionnels dans d'autres sports, et également le club évoluant en National 2 que je suis au cabinet depuis maintenant plus de 7 ans. Et j'ai remarqué que les clubs n'étaient pas assez outillés, je dirais, et avaient du mal à faire appel à leur expert comptable, notamment pour les aider, autrement que sur une mission de présentation des comptes annuels. Et c'est pour cela que j'ai essayé, dans mon travail, hein, humblement, de pouvoir proposer une praticité à l'expert comptable pour qu'il puisse intervenir dans de nombreux clubs. Alors, quand je dis de nombreux clubs, bien évidemment, je parle précisément des clubs de National 2. Aujourd'hui, les clubs de National 2 sont des clubs qui ont un budget qui peut aller à peu près entre 600 000 euros, mais pour peu de clubs, mais qui peuvent être surtout entre 1 million d'euros et 4 millions d'euros pour la majorité des clubs de National 2, avec des clubs qui ont parfois des budgets de 7 ou 8 millions d'euros. Donc, ce sont tous des clubs qui doivent être suivis de manière exhaustive, précise, par leur expert comptable. Et c'est avant tout ces clubs-là que je vise, et ces clubs-là ne peuvent pas s'épargner euh, l'assistance globale d'un expert comptable. Mais par ailleurs, les clubs qui évoluent plus bas, en National 3, voire dans les divisions régionales, ce mémoire doit pouvoir aider les experts comptables à proposer des missions, certes un peu moins étoffées que celles que je décris dans mon mémoire, mais qui pourront apporter énormément au club dans leur transition. Et pourquoi pas certains clubs qui ont un projet atteindre la Nationale 2 et voir le niveau professionnel par ailleurs, et ne pourront le faire que grâce à l'intervention de leur expert comptable dans la partie financière, comptable et organisationnelle, qui sont trois éléments structurants pour les clubs de football. Vous avez parlé beaucoup dans votre mémoire des exigences de la DNCG pour ces clubs, de sanctions également prises par cette commission de travail. Pouvez-vous nous présenter la DNCG et des décisions récentes qui peuvent expliquer l'intérêt de cette mise en place à la fois franco-française, car il est évident que d'après ce que nous savons, la DNCG, du moins l'organisation de ce contrôle, n'est pas à nos yeux présente dans tous les clubs européens. Alors oui, la DNCG, donc c'est un élément, un organisme très important pour le football français, parce qu'elle permet aux clubs d'avoir un véritable suivi au niveau financier et juridique. Et nous l'avons vu ces 10 dernières années, je dirais, de nombreux clubs ont subi un arrêt brutal par une liquidation judiciaire. Alors, parmi les récentes situations, nous avons pu connaître le club de Sedan, qui s'est vu relégué en championnat régional et qui a liquidé sa société sportive SASP. Cette année, le club de Cholet, qui était un club historique en National 2, puis en National 1 depuis quelques années, s'est vu également rayé de la carte du football français. Un club historique, Chartres également, qui joue maintenant en Régional 1,
Donc, chaque année, nous pouvons constater que 3, 4, 1, 2, 3 clubs sont totalement rayés de la carte du football français. Il faut savoir aujourd'hui qu'un club de football de National 2, c'est aux alentours de entre 50 et 60 salariés en moyenne. Donc tout cela crée une véritable problématique sociale pour notamment les clubs employeurs. Et évidemment que la DNCG permet de limiter tout cela en surtout étant un conseil avisé pour les clubs, en faisant de la prévention, ce qui permet au fil du temps de limiter les problématiques pour les clubs, parce qu'on a connu des saisons, par exemple en National 1, si on comprend la saison 2015-2016, il y a eu, je crois, pas loin de 5 liquidations judiciaires la même année, 5 clubs qui ont rayé de la carte, donc 5 clubs de 50 salariés, ça fait 250 salariés qui ont perdu leur emploi. Par ailleurs, pour revenir dans un sujet plus global au niveau professionnel et au niveau européen, effectivement, la DNCG en France est peut-être un désavantage concurrentiel par rapport à certains pays européens qui notamment dominent les compétitions UEFA. Hein. Mais néanmoins, je pense que ça reste très important et la DNCG reste pour moi un levier stratégique pour la pérennisation du football français et permet d'éviter de gros risques financiers. Et on le voit encore avec les dernières décisions qui ont été prises à l'encontre du FC Martigues et on va dire de manière plus médiatique de l'Olympique Lyonnais, qui grâce à cela va être obligé de revoir sa politique économique des prochains mois afin d'éviter une grosse problématique économique pour un club. Là, on parle d'un club qui a plus de 300 millions de budget et qui est endetté à hauteur de 500 millions d'euros, ce qui pourrait avoir, en cas de problématique, des conséquences économiques dramatiques pour le territoire lyonnais. Bien. Alors, moi, j'aimerais savoir si, en dehors d'être le gendarme du football, est-ce que cette DNCG est aussi capable de construire un certain nombre de documents à exploiter par des clubs comme ceux que vous avez choisis, monsieur, dans votre cas fil rouge? Alors, la DNCG ne construit pas spécifiquement de documents. Alors, comme je le décris dans mes mémoires, elle propose un document qu'on peut appeler unique, où il y a de nombreux tableaux à remplir pour les clubs de football. Donc, c'est ce qui se passe dans de nombreux clubs, c'est qu'on remplit ce tableau à chaque échéance de manière ponctuelle, sans véritable suivi, juste pour répondre aux demandes de la DNCG. Donc, c'est pour cela que j'espère que mon mémoire aura un intérêt pour les experts comptables qui effectuent cet exercice régulièrement, hein, au moins 3 fois par saison pour des clubs de National 2, National 1 et National 3. Je propose des outils de préparation, de suivi budgétaire qui permettent avant tout un suivi stratégique des finances du club, mais néanmoins permettent de s'adapter aux documents proposés pour la DNCG afin de ne pas effectuer un double travail et d'utiliser les exigences de la DNCG en termes de reporting pour véritablement construire des tableaux de bord de gestion qui permettent le suivi, le pilotage et le suivi continu d'un club de football par leurs dirigeants. Et ces éléments-là doivent, pour moi, seul l'expert comptable peut les construire et peut accompagner le dirigeant dans ce pilotage. Est-ce que vous pouvez nous dire si votre mémoire sera exploitable pour un cabinet comptable et quelles sont les parties qui vous paraissent les plus déterminantes pour qu'un expert comptable découvre à travers vos travaux un intérêt pour des clubs qui occuperaient la même division ou les mêmes préoccupations que votre cas fil rouge?
Alors tout d'abord, il y a toute la partie organisationnelle. Donc je propose donc un exemple d'audit organisationnel pour un club de football de National 2. Donc a priori une quinzaine, enfin c'est pas a priori, c'est une quinzaine d'outils dans cet audit. Donc c'est sur chaque pan de la vie d'un club, hein, donc à la fois la partie juridique, donc l'évaluation juridique des clubs, la partie ressources humaines, la partie infrastructure et équipement, et également la partie financière, et notamment les investissements. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît indépendant, parce que les clubs, s'ils veulent atteindre le niveau professionnel, doivent faire leur introspection, je dirais, et changer des habitudes qu'ils avaient en tant qu'association, et par conséquent les professionnaliser. Par ailleurs, toute la partie budgétaire me paraît exploitable pour tout expert comptable. Alors, comme je le disais tout à l'heure, selon le niveau du club, donc pour les clubs de National 2 et National 1, je pense qu'un expert comptable peut utiliser les divers outils que je propose afin de piloter la gestion budgétaire d'un club, hein. Donc, quand je dis gestion budgétaire, j'englobe les prévisions, le suivi du résultat et l'estimation continue du résultat, le suivi de la trésorerie, et également, plus particulièrement, le suivi de dépenses et de recettes, mais également le suivi et les prévisions sur d'éventuelles nouvelles activités que pourrait proposer un club. Et l'expert comptable peut utiliser mes outils pour pouvoir enrichir la réflexion du dirigeant d'un club sur l'opportunité de réaliser une nouvelle activité. Très bien. Monsieur Hara, vous avez probablement des questions à poser à notre ami Julien. Oui, bien sûr. Donc, d'abord, le choix, bon, la partie juridique, parce que j'ai constaté dans l'étude qui a été plutôt dans le mémoire, le choix de FCDEC. Donc, avant, c'était une association et c'est devenu une SACP. Donc pourquoi on est resté sur les deux, l'association et la SACP? Ça, c'est d'abord le choix. Pourquoi on n'a pas essayé de fusionner et de créer, bon, parce que là, on va passer dans, je pense, National 2, National 1 et après en professionnel, en Ligue 1, ou bien la Ligue 2. Euh, donc ça, c'est la première question. Et deuxièmement, j'ai vu aussi dans l'exposé, j'avais lu le rapport d'audit qui a été fait. Donc c'est quoi l'objectif de ce rapport d'audit? Donc c'était d'abord l'évaluation du club. Et je n'ai pas vu la partie joueurs, l'évaluation des joueurs. Donc on est resté seulement sur les parties corporelles, c'est-à-dire les immobilisations corporelles. Et donc, j'ai pas vu l'évaluation des joueurs, parce que quand même, sûrement, le club, il a une académie, la formation des jeunes, sûrement, il doit y avoir des talents, donc qu'il fallait évaluer. Ça, c'est une deuxième question. Et troisièmement, au niveau du suivi de budget, je n'ai pas vu vraiment bon, de suivi de budget global. J'ai vu un suivi de budget au niveau des recettes, mais je n'ai pas vu un suivi, c'est-à-dire une comparaison analytique des recettes et des dépenses, les variations et les observations. Pourquoi les écarts, c'est-à-dire l'analyse des écarts. Et enfin, le budget qui a été présenté, il est vraiment, on peut dire, équilibré. On arrive à avoir un bénéfice de 30 000 euros. Donc, avec tous les problèmes de réalisation des recettes, avec 30 000 euros, je ne sais pas, parce que vous avez parlé tout à l'heure que vous avez réalisé plusieurs missions, la partie juridique,
l'audit, la partie comptable, la trésorerie. Je ne sais pas, est-ce que ces clubs, quand même, qui manquent de trésorerie, est-ce qu'ils peuvent payer un expert comptable pour toutes ces missions? Alors oui, alors merci pour toutes ces questions. Donc la première déjà, pourquoi avoir conservé la dualité entre l'association et la SSP? Donc tout simplement parce que ce n'est pas possible, même pour les clubs professionnels qui jouent en Ligue 1, la licence est détenue par l'association, qui abrite également toutes les équipes du club, hormis le secteur professionnel, voire, voire le secteur de formation pour les clubs professionnels. Donc effectivement, ce n'est pas possible de conserver, alors ce n'est pas possible de conserver une association au niveau professionnel, mais ce n'est pas non plus possible de fonctionner uniquement avec une société sportive, car la licence est forcément détenue à la fédération, est forcément détenue par la Pardon, mais on peut fusionner quand même. On peut faire une fusion, Non, non, absorption. absolument Non? pas. Ce n'est pas Non? possible. L'association doit rester indépendante et détient la licence à la fédération et par convention, donc c'est pour ça que je parle de la convention entre les deux entités, cède, je dirais, en tout cas loue la licence du club à la SCSP qui elle-même abrite l'équipe première, le secteur professionnel et éventuellement le centre de formation et éventuellement d'autres éléments, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Par la suite, donc au niveau de l'audit organisationnel, effectivement, alors la question c'était quoi exactement? C'est l'évaluation des joueurs, parce que au niveau Oui, de, voilà, c'est l'évaluation il y a des des joueurs. immobilisations corporelles, je n'ai pas vu des Oui, oui. immobilisations Donc incorporelles. effectivement, tout à fait, j'entends votre question et malheureusement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, les clubs de football de National 2 ne peuvent pas évaluer leurs joueurs comme peuvent le faire les équipes justement de National 1 ou de Ligue 1, Ligue 2, qui elles ont un véritable actif corporel, hein, que sont les joueurs, et qui leur permettent justement de pouvoir valoriser leur actif et éventuellement réaliser des cessions, des transferts. Donc c'est un sujet qui a pas mal été traité parmi mes futurs confrères qui ont réalisé des mémoires sur ce sujet. Il y en a pas mal sur Bibliotique. Mais aujourd'hui, ce n'était pas d'actualité pour un club de football de National 2 qui n'a pas d'actifs et qui ne réalise pas de transfert. Donc, c'est pour ça que ce sujet n'est pas traité dans mon mémoire. En ce qui concerne le budget, donc effectivement, alors j'ai quand même essayé d'effectuer des budgets pour les recettes, pour toutes les recettes du club et également pour toutes les dépenses, et notamment pour la dépense principale d'un club qui est la masse salariale, pour lequel je propose donc un outil précis. Mais néanmoins, c'est vrai que il n'est pas forcément traité les écarts par rapport à la saison précédente au niveau des prévisions. Exact. Malgré tout, je traite les écarts dans mon outil d'estimation entre le prévisionnel qui est exercé à l'avant-saison et lors des différentes points qui sont à peu près trimestriels, où je compare mon prévisionnel avec mon estimatif afin afin d'avoir un suivi budgétaire tout au long de la saison par rapport au réalisé. Et par ailleurs, oui, effectivement, les budgets des clubs de football et notamment celui du FC DEC est équilibré parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que les clubs de football utilisent tout leur argent, quoi, hein. Donc, ne réalisent pas de bénéfices, même pour les sociétés. C'est très rare parce que le carcan du championnat national 2 et la concurrence entre les clubs et l'augmentation des masses salariales des clubs, notamment depuis le Covid,
ne permet pas oblige les clubs à garder un maximum, on va dire, à effectuer un maximum de dépenses pour pouvoir limiter l'aléa sportif et pourquoi pas essayer de monter dans une division supérieure. Donc c'est pour cela que souvent la montée par rapport à un budget qui est équilibré est souvent liée à une augmentation de capital par rapport aux actionnaires du club, car aujourd'hui il est interdit de monter dans une division supérieure avec des capitaux propres négatifs. Néanmoins, moi, je le vois par rapport aux missions que je propose au club, avec un budget qui est assez important, mais un budget qui est nécessaire pour le club. Et donc, ce club-là fait l'effort de payer les honoraires à un expert comptable parce que les dirigeants ont conscience, grâce à nos discussions et grâce aux apports qu'on a pu apporter, parce qu'on est monté en puissance au fil des années, les dirigeants ont eu conscience que nos missions étaient une véritable opportunité pour le développement du club, notamment dans l'objectif de monter dans une division professionnelle. Bien. Oh, dernière question, parce que je viens de me rappeler. Au niveau de l'évaluation, j'ai vu le rapport d'évaluation et vous avez déterminé un goodwill. À quoi ça correspond ce goodwill? À peu près de 29 000 euros. D'après moi, c'est toute la partie. Alors, c'est très faible, mais c'est un peu toute la partie voilà, marque du club, ancrage au territoire, donc qui pour moi représente une valeur supplémentaire à l'évaluation que j'ai pu effectuer. Bien, on va cesser en remerciant Ara pour les questions, en étant content de la maîtrise de Julien en ce dimanche, en remerciant ceux qui ont bien voulu pour l'instant se joindre à nous, malgré le fait qu'à 10 heures devait commencer et commencera avec un quart d'heure de retard, la réunion pour le mémoire, la notice, etc. Eh bien, à travers votre présence, à la fois mon ami Jordan et mon ami Eldaï qui vient de nous rejoindre, qui connaît bien le processus. Vous vivez là, à travers ce qu'on est en train de travailler depuis quelques minutes, vous vivez ce que j'appelle la façon dont finalement Francis travaille. Je m'explique. En dehors de ce que je vais vous expliquer sur la notice, le mémoire, la rédaction et bien d'autres choses, vous êtes en train de vivre une soutenance avec Julien, et tout à l'heure c'était avec Leslie, tout à l'heure c'était également avec Florent. Ces personnes sont les 3 dernières personnes de mon groupe mémorialiste novembre 2024 qui passent leur mémoire cette semaine. Ma volonté tout au long de cette soutenance blanche que je fais depuis déjà quelques semaines avec ces 3 personnes, c'est de solliciter des amis de DEC VAE 2024, comme ceux que vous êtes en train de découvrir, qui est un ami qui est vraiment toujours présent pour ses soutenances, c'est Ara qui est du Maroc, qui est un monsieur qui a une très grande compétence et qui a passé avec beaucoup de clarté et d'élégance son DEC VAE 2024 et qui attend, comme tous les autres candidats, le résultat qui aura lieu dans le courant du 10 janvier 2025. Pour Ara, l'intérêt, c'est d'abord sa satisfaction personnelle, puisqu'il est déjà commissaire aux comptes et expert comptable au Maroc, et il a fait partie des instances professionnelles durant plusieurs années. Donc c'est une personne qui est aguerrie à toutes ses fonctions. Mais l'intérêt pour lui, c'est un intérêt à la fois psychologique, mais aussi professionnel, c'est d'avoir un diplôme qui est reconnu beaucoup plus facilement sur un plan international. Et vous savez que nos amis africains qui passent actuellement avec moi ou avec d'autres le DEC VAE
dégage autour de cette obtention un intérêt évident. C'est toutes les missions qu'offrent actuellement pour les pays africains les ONG et qui exigent les ONG d'avoir comme auditeurs légaux ou auditeurs contractuels des diplômés d'EEC France. C'est pour ça que beaucoup d'amis du Tchad, du Bénin ou de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun essayent d'avoir ce diplôme soit par la voie traditionnelle, qu'on va voir maintenant, ou alors par la voie VAE que j'ai expliqué ce samedi. Pardon. Donc, je vais remercier tous ceux qui sont encore avec nous à cet instant et ceux qui attendent que je démarre l'opération mémoire. Eh bien, je vais bien sûr attaquer la deuxième partie et je vais arrêter bien sûr l'enregistrement de ce que j'étais en train de faire avec les 3 derniers mémorialistes de novembre 2024 en ce qui concerne le groupe DFT. Je rappelle Leslie, Florent et Julien qui respectivement passeront, en particulier Leslie, dès demain, mais Julien et Florent, le hasard fait qu'ils vont passer la dernière journée de l'interrogation du jury. Alors comme certains qui font la course aux indemnités auront passé plusieurs jours pour avoir écouté des mémoires pendant plusieurs jours, ce sera pour eux également la dernière journée où ils pourront souffler après avoir, comme M. Château qui assiste tous les jours au jury et qui prend tous les jours des mémoires, ben, M. Château est le recordman des mémoires analysées par ses soins. C'est pour ça que je l'appelle, mais je ne suis pas le seul à l'appeler, Monsieur Indemnité. Parce que vous savez très bien que derrière un mémoire qu'on fait passer, il y a des indemnités qui ne sont pas négligeables. Quand vous constatez le nombre de mémoires, je ne sais pas s'il lit tous les mémoires, que M. Château peut analyser depuis le début, qui était le 12 novembre, jusqu'au 29 novembre, vous imaginez le nombre de mémoires qu'il a pu vérifier ou écouter, et vous faites une multiplication, et vous avez sa réputation d'indemnité qui est forcément justifiée, et qui est à la fois justifiée et critiquable, parce que honnêtement, on ne peut pas lire correctement plus de 40 à 50 mémoires et poser des questions sur ces 50 mémoires. J'avoue que c'est absolument délirant. Mais c'est comme ça, c'est, je dirais, c'est le privilège du chef qui peut s'accorder des indemnités à tour de bras, mais qui n'a jamais été tenté de travailler dans le privé, comme beaucoup de ses collègues profs d'université. Et j'ai toujours le même exemple pour dire combien je l'admire. C'est M. Hubert Tondeur, qui a été à la fois président de la commission régionale des experts comptables dans les Hauts-de-France pendant 8 ans, qui a été réélu là, cette année encore au Conseil national des experts comptables et au Conseil régional des Hauts-de-France, mais pas comme président, il ne peut plus, il a été trop longtemps président, mais il s'investit toujours dans la profession et il est le responsable de l'INTEC en tant qu'universitaire de toutes les préparations comptables, c'est-à-dire DCG, DSCG et certificats de spécialisation. C'est un monsieur qui a tout mon respect. Oui, j'écoute. Oui, allô, bonjour. C'est Félix. Oui, salut. Désolé de dimanche. Pas de souci. Dis-moi. Du coup, j'ai vu avec Momo que du coup, il avait vu avec le président. Ouais, a priori, donc le président, il a vu Momo hier soir. Donc c'est bon. Ouais, c'est ça. Qui est-ce qui Donc parle? écoute, Qui est-ce qui parle là, ah ouais, c'est Julien qui parle. Bon, bref, il y a eu des travaux là. Bon, bref, allez, j'arrête ça et je vais commencer. Voilà. C'est clair, net et précis. J'arrête l'enregistrement. Mais ceux qui veulent rester, bien sûr, sont les bienvenus. Mais